Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 12e épisode de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Cet opus ouvre le 3e chapitre de notre parcours. Après avoir analysé ce qu'étaient les interprétations religieuses et philosophiques du handicap, après nous être penchés sur le cheminement de la recherche scientifique dans sa compréhension des maladies, et notamment des maladies psy et mentales dans les 2 précédentes vidéos, nous voici à devoir tenter de cerner ce à quoi pouvait ressembler le quotidien des personnes handies dans la vraie vie. Vous auriez sans doute envie de me dire « Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. » Parce que, oui, comment peut-on se faire une idée de la qualité d'existence des concernés au cours de siècles ? Fort, Lointain. Pas facile, en effet. Nous n'en connaîtrons jamais tout, et il est évident que ces vidéos ne seront pas plus exhaustives à ce propos qu'elles l'ont été au sujet des sciences et des croyances. Seulement, on a tout de même à notre disposition l'archéologie, des textes et des objets anciens, des squelettes, ou encore la paléopathologie, c'est-à-dire l'étude des maladies chez les populations du passé, pour composer un tableau assez fiable des différents parcours de vie des handis de naguère. Cet épisode va s'occuper de la préhistoire et de l'Antiquité, et autant le dire tout de suite, le tableau caricatural selon lequel ces périodes n'auraient été qu'eugénisme et maltraitance, sans morale et sans empathie, eh bien ce tableau va recevoir beaucoup de nuances. Ah, et dernier petit point, avant de remonter le temps, il n'y a pas un seul et unique statut social de la personne handicapée. C'est toujours vrai de nos jours d'ailleurs. L'éventail est large, des handis les plus chanceux à ceux qu'on abandonne, des plus fortunés aux plus pauvres. Sans compter les différences capitales entre les gens qui naissent handicapés et ceux qui le deviennent plus ou moins tardivement. D'ailleurs, puisqu'on parle de naissance, faisons un sort à cette question de l'eugénisme antique. Il existe, c'est une évidence. Il a même été codifié. Le terme est composé de la racine « e » signifiant « bien » et du verbe « genao », c'est-à-dire « engendrer ». Le projet est donc de contrôler les naissances afin de préserver la qualité physique du corps social, évaluée uniquement sous un angle utilitariste. Le médecin Soranos d'Éphèse écrivait « La science de la puériculture est vaste et se décompose en plusieurs parties. On y recherche ceux des enfants qui valent la peine qu'on les élève. » Ainsi, vous avez forcément déjà entendu parler du cas très spécial et extrême de Sparte, connu pour son éducation austère et son refus de laisser grandir les enfants fragiles. Les nouveau-nés étaient examinés par le conseil des anciens et les estropiés jetés du haut d'une falaise située au pied du Péloponnèse. Il arrivait aussi qu'on noie les victimes ou qu'on les expose aux bêtes sauvages. Mais ces éliminations sont aussi préconisées par Aristote dans La Politique. Quant à l'exposition et à la nourriture des enfants, il faut une loi interdisant de nourrir les infirmes. Et pour la natalité excessive, si la disposition des coutumes l'empêche, qu'on n'expose aucun des enfants. Il faut surtout limiter le nombre des naissances. Platon, de son côté, conseille dans La République « Les enfants des gens mal conformés, ou s'ils sont infirmes parmi les autres, on les cachera dans un lieu mystérieux comme il se doit. » C'est ça la République! Les Romains ne sont pas en reste. Le philosophe Sénèque affirme dans « De la colère » « On étouffe les monstres à la naissance et l'on noie même ses propres enfants trop débiles ou difformes. Ce n'est pas de la colère, mais la raison qui veut que d'un corps sain, on retranche ce qui ne l'est pas. » Même Cicéron, qui pour le coup ne tourne pas rond, s'y met. Qu'il soit permis de tuer sur le champ un enfant monstrueux. La Lex Romuli, en moins 753, et la Lex Tabula, 12, au 5e siècle avant notre ère, permettait l'exposition des enfants. D'après Denis d'Halicarnasse, dans ses Antiquités romaines, une loi de Romulus interdit de mettre à mort aucun enfant de moins de 3 ans, sauf s'il était à la naissance mutilé ou monstrueux. Ceci, il n'interdit pas aux parents de les exposer, pourvu qu'ils les montrent d'abord aux 5 voisins les plus proches et que ceux-ci donnent leur assentiment. Du reste, Rome applique la patria potestas, c'est-à-dire que le père a droit de vie et de mort sur ses enfants. Il peut les chasser, les vendre, les maudire. Je te maudis, je te maudis. Je vous maudis tous! Par les dieux d'en bas et par les sombres de l'enfer. Soyez maudits et voués à la damnation. À la naissance d'un enfant, le chef de famille ou bien le rejette ou bien le reconnaît publiquement. Au IVe siècle, heureusement, ce droit de vie et de mort du père est aboli.
Des traces de mise à mort massive de personnes handicapées ont été trouvées dans d'autres civilisations. En moins 4000, en Roumanie par exemple, des communautés néolithiques auraient éliminé des enfants estropiés dont on a trouvé les squelettes au milieu des fondations d'un bâtiment en construction. Cette disposition laisse penser à un rituel sacrificiel, mais on ne peut pas dire si les enfants ont été sacrifiés car encombrants, ou bien, au contraire, comme des individus rares, extraordinaires, donnant donc une sorte de caractère exceptionnel au sacrifice. Et pourtant, tout en gardant ces éléments en tête, on doit pondérer l'eugénisme antique. Les textes évoqués n'étaient pas systématiquement appliqués. La preuve, on a trouvé des squelettes d'adultes infirmes, et je ne parle pas seulement de personnes devenues handis plus tard dans leur vie. Dans ce cas-là, bien sûr, on n'assassine pas, mais aussi des gens présentant des signes de maladie de naissance. Des gens qui, donc, ont été gardés et élevés. En 1985, dans la nécropole de Sélinonte en Sicile, a été découverte une figurine mortuaire rarissime, celle d'une personne atteinte d'hémimélie. Elle date du VIe siècle avant notre ère et représente ce qu'on appelle un homme-tronc, sans bras ni jambes, ou plutôt doté de moignons puisque ses membres n'ont pas poussé correctement. De telles traces de la vie dandy de naissance permettent d'affirmer que l'anomalie physique n'était pas perpétuellement synonyme de rejet, de précarité, voire de mise à mort. Sans pour autant prétendre, bien sûr, que la vie des handis était toute rose, mais j'ai envie de dire, jusqu'au XXe siècle avec ses lois, sa médecine de pointe et ses luttes pour la justice sociale, les perspectives de vie des gens atypiques étaient pour le moins hasardeuses. L'enfant Hémimèle de Sicile a forcément bénéficié de soins particuliers. On suppose que ses parents se sont malgré tout attachés à lui, ou du moins ont eu la curiosité de voir comment il grandirait. Or, le fait que cet handi ait bénéficié d'une figurine mortuaire plaide en la faveur d'un certain attachement à lui. Il a en outre assez bien vécu pour atteindre l'âge adulte. Sur le site de Shanidar, dans une cavité sur le sol de l'actuel Irak, on a mis à jour un squelette du paléolithique moyen, celui d'un individu ayant souffert de multiples handicaps, notamment des anomalies dégénératives et un bras droit anormalement moins développé que le gauche. Cette personne, lourdement handicapée, a pu être entourée de sa communauté, en aucun cas abandonnée à son sort. A aussi été découvert un manchot ayant vécu autour d'il y a 7000 ans, enterré en Seine-et-Marne. Enfin, la plus vieille trace d'amputation en France est âgée de 6700 ans. Le squelette est celui d'un homme avec un bras en moins et qui apparemment a vécu vieux. Une opération réussie, donc, et une personne qui n'a pas été exclue. Je ne vais pas tout lister, mais des trouvailles archéologiques de ce type sont assez nombreuses. Ces éléments amènent un constat. Contrairement à ce que d'aucuns font croire, l'humanité n'a pas attendu les grandes religions actuelles pour avoir un sens moral, de la compassion, voire de l'empathie pour les plus dépendants ou atypiques. On est loin des clichés de la brute préhistorique à Gourdin. La biologie, même, démontre que l'espèce humaine est câblée pour l'empathie. Comme nous conservons des caractéristiques juvéniles, nous avons toujours eu besoin de la coopération pour survivre et évoluer en tant que groupe. Notre confort à chacun dépend de la réactivité collective. Même chez les grands singes, on observe des phénomènes d'entraide envers des individus plus fragiles. Bien sûr, les siècles récents ont organisé l'entraide, mais c'est une tendance innée. Un autre site archéologique est passionnant pour la paléopathologie, le sanctuaire des sources de la Seine, vestige gaulois très évocateur du nord de Dijon, occupé entre le 1er et la fin du 3e siècle. Près d'un bassin sacré à l'eau réputée guérisseuse, des portiques ont accueilli un très grand nombre de statues d'ex-voto. Elles représentent diverses parties du corps et divers handicaps. Des pèlerins venaient offrir ces statues soit dans l'attente d'une guérison ou d'un apaisement, soit en remerciement après s'être sentis mieux. Par exemple, il y a cette statuette représentant un homme au bras droit en écharpe, sûrement après une paralysie. Et ne serait-ce pas le moment de répondre à une autre idée caricaturale, celle du Moyen-Âge occidental qui aurait la primeur de l'invention de l'hôpital ? Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé. Cette femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Bien sûr, l'époque médiévale institutionnalise l'hôpital dans de grandes proportions, on aura l'occasion d'en parler. Mais on trouve déjà, dans l'Inde bouddhiste, à partir du 5e siècle avant notre ère, des établissements pour les voyageurs, les pèlerins et les malades pauvres.
La fondation et l'entretien d'hospices existent aussi dans le Japon et la Chine de l'Antiquité, sous l'impulsion par exemple de Shotoku Taïsi ou de l'empereur Wendi. En Grèce antique, le dieu de la médecine, Asclépios, était vénéré à Épidaure où des pèlerins venaient se faire soigner, consulter des prêtres et des médecins dans des asclépieias. Lors de certaines périodes en Grèce, des pensions compensatoires étaient même versées aux militaires invalides et à certains citoyens. Rome, enfin, possédait des valetudinariats, centres de soins pour les militaires infirmes et même parfois pour des esclaves. Même si, dans le cas de ces derniers, c'est purement utilitaire comme quand on amène sa bagnole à réparer chez le garagiste. À propos de soins, les textes spécialisés, comme le pronostic et prorétique d'Hippocrate, évoquent des blessures graves et irréversibles des jambes, des amputations, etc. Le corpus hippocratique compte des passages sur des amputations. Un traité intitulé « Sur les articulations » informe par exemple sur les risques de complications lors de l'amputation. D'autres passages du même ouvrage montrent que, même si l'amputation demeurait rare et périlleuse, elle était tout à fait envisagée et codifiée par la médecine du 5e siècle avant notre ère. Mais s'il y a bien de grandes absentes des traités médicaux antiques, ce sont les prothèses. Voulez-vous déposer vos objets métalliques dans cette soucoupe? L'hypothèse la plus probable est qu'elle n'était pas fabriquée par des médecins, mais par des artisans pour les porteurs les plus riches. D'autant que certaines de ces prothèses, comme celles retrouvées à Capoue, sont finement ouvragées. Pour les Andis les plus modestes, les outillages étaient sans doute fabriqués maison. On a cependant du mal à évaluer leur nombre. Notons que la mythologie porte des traces de cette existence, pas si rare que ça, des prothèses. Dans le Rig Veda, le plus ancien cycle mythologique de l'Inde antique, il est question de sages qui accompagnaient les tribus et soignaient les blessés. Ils soignaient les moignons des amputés et fabriquaient des appareils. Ainsi, la guerrière Vispala est blessée durant une bataille, après quoi on lui fournit une prothèse en fer avec laquelle elle prend de nouveau part au combat. Dans la mythologie précolombienne, le dieu Tezcatlipoca, aussi appelé nuage fumant, est amputé tibial. Il lui manque un pied, dévoré par un monstre. Dès lors, il est représenté avec une jambe en obsidienne ou avec un miroir fumant, prolongement de son os mis à nu, alors qu'un sabot de cerf est attaché à son pied droit. Dans la mythologie grecque, c'est le jeune Pélops qui porte une prothèse à l'épaule. Bâtons, cannes et béquilles sont présents sur des fresques, des bas-reliefs, comme la stèle de Roma où l'on voit le pharaon Sipat qui a régné en moins 1400, affecté d'un pied-bot et muni d'une canne. Si le fauteuil roulant est récent, on trouve en Chine des sortes de lits à roulettes ou des cabines mouvantes dans des tombes du 5e siècle. On peut enfin citer Arégonde, une reine mérovingienne qui boitait atteinte de poliomyélite. Une catégorie bien particulière d'andis est très documentée dans l'Antiquité, celle des invalides de guerre. Dans l'ouvrage Épidémie d'Hippocrate, on lit des comptes rendus de graves blessures professionnelles et notamment militaires. Hérodote, pour sa part, rapporte l'histoire de Épizélos, un soldat devenu aveugle lors de la bataille de Marathon. Les guerres font beaucoup d'invalides, en grec, les adunatoi, c'est-à-dire les sans force. Les andis soldats sont particulièrement honorés, on met en avant leur bravoure et leur sacrifice. Bien sûr, cette espèce de hiérarchie entre les andis choque à juste titre notre regard actuel, comme si, pour être respecté, il fallait mériter par sa force ses exploits sportifs ou militaires. Seulement, oui, la valorisation exclusive du blessé exceptionnel pour son courage ou son sacrifice, qui sont bien réels, là n'est pas la question, a traversé le temps jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme on le verra dans une future vidéo. En Grèce et à Rome, il arrivait du reste que des gens déjà handicapés avant la carrière militaire soient quand même embauchés dans les armées. Ils étaient souvent affectés à des travaux comme la surveillance des provisions ou la préparation des projectiles. Autre rareté, des invalides ont pu s'enrôler d'eux-mêmes afin de stimuler les troupes par leur courage, ou parfois simplement pour survivre, comme on en trouve des mentions chez Plutarque. À propos de courage et de survie, nous disposons d'un texte très intéressant de l'orateur athénien Lysias qui, vers moins 400, prononce un plaidoyer intitulé « Pour l'invalide ». On y suit un homme handi accusé d'être un menteur et une grande gueule par un adversaire jaloux de ses réussites. Notre homme se défend de ces multiples diffamations en soulignant, par divers exemples, sa grande volonté pour se déplacer et continuer de travailler.
Voilà donc qui est déjà clair, citoyen du Conseil. Cet homme est jaloux de moi, parce que, malgré le malheur où vous me voyez, je suis un meilleur citoyen que lui. J'estime en effet qu'il faut réparer les disgrâces du corps par les qualités de l'âme. Sur mon talent de cavalier, dont il a osé vous entretenir, sans craindre la fortune ni montrer de pudeur devant vous, je serai bref. Je dis seulement, citoyens du Conseil, que les déshérités du sort ne cherchent qu'une chose, n'en ont qu'une en tête, s'accommoder le mieux possible de leur situation. Je suis de cela. Dans mon état, j'ai trouvé dans l'art équestre le moyen de faire plus facilement les courses un peu longues auxquelles je suis obligé. Et concernant les accusations d'insolence, on lit un peu plus loin. Il est permis à l'homme robuste, comme à l'homme riche, d'insulter impunément qui il lui plaît. Le faible, lui, est incapable, quand on l'insulte, à la fois de repousser l'agresseur et d'avoir le dessus s'il lui prend fantaisie d'insulter les autres. Aussi, ce n'est pas sérieusement, j'imagine, que l'accusateur parle de mon insolence. Il veut plaisanter. Il ne prétend pas vous convaincre, mais faire rire à mes dépens, comme s'il faisait là quelque chose de très malin. Jamais ce texte n'invite à la pleurniche ou à l'aumône. Il est au contraire vigousse, non dénué d'ironie, et démonte du reste l'idée qu'une invalidité serait un châtiment divin. De façon générale, comme on peut le lire dans cet exemple, l'Antiquité est imprégnée d'un grand sens de l'honneur où chacun doit tenir son rang. Dans les apophthegmes des Lacédémoniens de Plutarque, on lit ce micro-récit. Un boiteux partant pour la guerre, suivi de quelques personnes qui riaient de lui, se retourna et dit « Imbécile, ce n'est pas en fuyant que l'on se bat contre l'ennemi, mais en restant où l'on est et en tenant son rang. » Mais le plus connu des soldats invalides de l'Antiquité est mentionné par Pline l'Ancien. Il s'agit de Marcus Sergius Silus, qui a perdu sa main pendant une campagne militaire et porté une prothèse métallique à la place, avec laquelle il a pu continuer sa carrière militaire, notamment pendant la Deuxième Guerre punique. Quand ses détracteurs ont tenté de l'exclure des rites sacrés en raison de l'incomplétude de son corps, qui, disait-on, le rendait imparfait et donc inapte à participer, il s'est défendu par un brillant plaidoyer en rappelant tous ses exploits sur le champ de bataille. Hors de la sphère militaire, les textes rapportent quelques cas de personnes handies ayant fait carrière. Appius Claudius Caecus, c'est-à-dire l'aveugle, que Cicéron mentionne dans les Tusculanes pour louer les qualités de ses discours, ou encore Quintus Pedius, petit-fils d'un consul romain qui n'était autre que le neveu de Jules César et qui était sourd de naissance, mais a malgré tout bénéficié d'une éducation. Attention toutefois, n'oublions pas que ces cas particuliers sont comme les arbres cachant la forêt, ne devant pas nous laisser croire que tous les handis trouvaient sans mal une place dans la société à ces époques. Même aujourd'hui, pour tout dire, nous sommes loin du compte quand on sait la difficulté d'accès à l'emploi des concernés. Pour conclure, j'espère avoir montré la difficulté d'établir des constats généraux à propos du concret de la vie des handis en ces siècles très reculés. Entre les bébés qu'on exposait et ceux qui survivaient, les pauvres, les plus chanceux, les appareillés ou les non-appareillés, etc., l'éventail des situations est si large qu'il ne permet aucune affirmation à l'emporte-pièce. Rappelons du reste la présence de superstitions, dont les 5 premiers épisodes de cette série ont longuement parlé déjà. La Grèce, par exemple, attachait une grande importance à l'intégrité physique et à la beauté, comme reflet de l'âme. Mal nous prendrait néanmoins de leur jeter la pierre sur ce point quand on sait, d'après des études sociales, l'importance d'une simple photo, par exemple sur l'embauche de tel ou tel candidat à un travail. À Athènes, on ne pouvait pas devenir archonte ou prêtre sans être intègre de corps. Il faut aussi mentionner la pratique archaïque du pharmakos, c'est-à-dire le bouc émissaire, des souffres-douleurs choisis pour expier en public les maux de la ville lors de rituels s'achevant souvent sur leur bannissement. Sans surprise, ces pharmakoi étaient les marginaux en tout genre. Petit fait amusant, le pharmakos, qui a donné notre mot pharmacie, désignait à la fois le remède et le poison, le venin et le bouc émissaire. Après tout, un dicton veut que le remède soit parfois dans le mal. Et pourtant, dans cet univers superstitieux, voire eugéniste, l'archéologie nous invite, comme on l'a vu, à affirmer que dans des familles ou des communautés pas trop mal câblées, des personnes handicapées pouvaient vivre, être entourées et trouver une place. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette enquête à propos des conditions de vie des personnes atypiques en explorant cette fois-ci l'ère médiévale. Je vous remercie pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à liker et partager cette série. Portez-vous bien. Ciao!